Chers élèves, bonjour. On a vu lors des séances précédentes la reproduction chez les angiospermes, c'est-à-dire chez les plantes à fleurs qui est à graines, avec des fleurs qui donnent des fruits avec des graines cachées. Bien sûr, qui sont cachées dans un fruit. Dans cette séance, on va étudier la reproduction sexuée, mais chez les gymnospermes, c'est-à-dire les plantes à graines qui sont nues. Donc, comme vous le voyez, donc les plantes qui représentent les gymnospermes, vous avez un exemple sur l'écran. Il s'agit en l'occurrence du cèdre qu'on a vu lors de l'étude de l'influence des facteurs climatiques sur la répartition des êtres vivants. C'est une plante qui est caractéristique des régions montagnardes, c'est-à-dire qui se trouve dans des zones élevées, dans des régions de haute altitude, comme on l'a étudié auparavant. Donc, dans cette séance, on va étudier la reproduction chez les gymnospermes. Et comme représentant de ce groupe, on a le cèdre, comme je disais, et il y a le pin. Donc, une vue de l'arbre du cèdre, vous voyez qu'il a, ou bien du pin, il a une forme conique, comme vous le voyez, avec un tronc et des feuilles. La caractéristique des feuilles, chez le pin, qui sont en aiguille, comme vous le voyez sur la photo, voilà, ce sont des feuilles en aiguille. Mais ce qui est très étonnant ici, c'est la présence de certains organes qu'on ne peut pas trouver dans d'autres groupes de plantes. Il s'agit en l'occurrence de structures qu'on appelle des cônes. Et on peut nettement distinguer deux types de cônes. Des cônes de grande taille, comme vous le voyez ici. On a deux cônes qui sont côte à côte, et il y a des cônes de très petite taille qui sont regroupés en inflorescence, c'est-à-dire qui sont regroupés ensemble. Donc, ils sont de très petite taille. Donc, on peut logiquement soupçonner que ces deux structures sont les organes qui produisent les gamètes mâles et les gamètes femelles. Donc, on va voir maintenant un autre exemple, c'est celui du cèdre, comme vous le voyez. Voilà, il est très caractéristique avec son allure, avec bien sûr la tige, les branches et les feuilles. Il a également des feuilles qui sont en aiguille. Et comme on l'a vu pour le pin, on distingue deux structures qui sont ou bien qui caractérisent les gymnospermes. Il s'agit, comme vous le voyez ici, des cônes qui sont de grande taille, avec des cônes qui sont de très petite taille. Donc on voit que ces structures sont constantes chez les gymnospermes, quelle que soit leur espèce. Là, à droite, vous avez un cône de très grande taille du cèdre, avec les feuilles que vous voyez qui sont en aiguille, qui diffèrent un petit peu des feuilles chez les angiospermes. Donc on va entamer maintenant l'étude des structures ou bien des organes reproducteurs mâles et femelles qui sont responsables de la reproduction sexuelle chez les gymnospermes. Donc, les gymnospermes, grec gymnos, ça veut dire nu, et spermos, ça veut dire graine, c'est-à-dire les plantes à graines nues, non enfermées dans le fruit. Il est représenté par les conifères. Comme exemple, on a le pin, le cèdre, le sapin. Donc, les questions qu'on va se poser concernant cette partie du cours, quelle est la structure des organes reproducteurs mâles et femelles, comment se forment les gamètes et comment se déroule la fécondation et la formation de la graine. Donc, on va commencer par l'étude de l'appareil reproducteur mâle. Comme vous voyez sur les photos, on a des branches de pin. On voit nettement des cônes de très petite taille qui sont regroupés en une inflorescence qu'on appelle chaton. Donc, vous la voyez c'est la photo de gauche et également sur la photo de droite. Donc, vous voyez un ensemble de cônes de très petite taille. Et à certaines époques, on peut voir des graines de pollen qui sortent de ces cônes. Donc, on peut dire que ces cônes peut-être représentent l'organe reproducteur mâle. Donc, bien sûr, pour voir est-ce qu'effectivement ces organes produisent
les grains de pollen. Hein, on va réaliser une dissection au niveau d'un cône. Vous avez en haut un chaton, c'est-à-dire une inflorescence, hein, un ensemble de cônes qui sont regroupés. Donc on va prendre un cône, hein, un seul cône, et on va réaliser une coupe longitudinale, comme vous le voyez, pour voir la structure du cône de petite taille. On voit nettement que ce cône, il a une structure très simple, même en apparence il apparaît un peu compliqué, mais il a une structure très simple. Elle est formée au centre, par, un axe, hein, sur lequel il est inséré, si vous voulez, des écailles. Des écailles, comme vous les voyez ici, un ensemble d'écailles. Donc, en fin de compte, les cônes mâles, c'est une structure, comme je disais, très simple. C'est un axe sur lequel elle est branchée ou bien il est inséré des écailles qu'on appelle des écailles staminales. Tout simplement pourquoi staminales? Parce que, comme vous le voyez, on peut trouver dans le schéma à droite, au niveau de ces écailles staminales, dans la partie basale, on peut trouver des sacs polliniques, c'est-à-dire que chaque écaille porte 2 sacs polliniques qui produisent des graines de pollen. C'est pour cela qu'on les appelle des écailles staminales. Donc c'est à peu près la même chose qu'on vient de voir, mais avec un peu de détail. Toujours, on a à gauche, hein, une inflorescence, un ensemble de cônes. Donc on va isoler un seul cône sur lequel on va travailler. On va réaliser une coupe longitudinale pour bien sûr déterminer la structure du cône. Donc comme vous le voyez, il est formé par un axe au centre, voilà, sur lequel il est inséré, hein, il est fixé les écailles. Donc le schéma suivant, voilà, il nous montre une écaille, hein, avec 2 sacs qui sont dans la partie basale, dans la partie inférieure de l'écaille, dans la partie basale. Donc ces sacs, ce sont des sacs polliniques tout simplement parce qu'ils renferment des grains de pollen. Donc à droite, on a un schéma, si vous voulez, de la structure du grain de pollen. Comme vous voyez, le grain de pollen, elle est formée par 2 ballonnets à l'extérieur, ce qui montre bien sûr des ballonnets aérifères, hein, ce qui montre qu'ils vont faciliter le transport par le vent. Et par la suite, comme on va le voir après, la pollinisation ou bien la dissémination des graines peut se faire par le vent. Donc à l'intérieur, on trouve 4 cellules. On a des cellules, 2 cellules en haut, les cellules protaliennes. Et en bas, on a une cellule antéridiale et le tout il est enfermé dans la cellule végétative. Donc à l'intérieur du grain de pollen, on a 4 cellules, 2 cellules protaliennes, une cellule antéridiale et une cellule végétative qui renferme les 3 précédentes. Donc en résumé, je dirais que l'appareil reproducteur mâle, il est constitué de cônes formés d'écailles portant sur leur face inférieure 2 sacs polliniques. Chaque sac pollinique est l'équivalent d'un microsporange contenant 10 microspores, lesquels vont donner chacun un grain de pollen. Ce dernier est formé de 4 cellules superposées de taille inégale et ensuite 2 cellules protaliennes ou accessoires qui sont aplaties, une cellule antéridiale ou génératrice, et une cellule végétative de grande taille qui renferme les 3 précédents. Chaque écaille, avec ces 2 sacs polliniques, constitue une étamine. Et donc, un cône, c'est l'homologue d'une fleur mâle d'angiosperme. Donc, un cône, c'est une fleur mâle. Maintenant, on va étudier l'appareil reproducteur femelle. Donc, comme je disais, il y a 2 types de cônes qui diffèrent par leur taille. Les cônes de grande taille, ils sont issus de cônes qui étaient de très petite taille, mais qui restent de taille très grande par rapport aux cônes mâles, pour ne pas les confondre. Donc, il est également, comme vous le voyez, il est formé par des écailles. Hein. Pour voir leur importance dans la reproduction, on va réaliser une dissection au niveau
au niveau de ces cônes femelles. Donc là, vous avez le schéma à gauche, on voit le cône femelle qui est attaché à une branche. Donc on va réaliser, si vous voulez, une coupe longitudinale au niveau de ce cône. Donc elle a une structure qui est à peu près ressemblable à celle du cône mâle, avec un axe au centre sur lequel il est inséré des bractées. Jusqu'à là, les choses sont identiques pour les deux types de cônes, mais elles diffèrent au niveau du contenu de ces bractées, plutôt de ces écailles, je m'excuse, ce n'est pas les bractées, ce sont les écailles. Donc, le contenu de ces écailles, donc, on trouve dans la face supérieure des ovules. En l'occurrence, on trouve 2 ovules dans chaque écaille. Donc, dans la face supérieure de chaque écaille, on trouve deux ovules. Donc, en résumé, si on fait une petite comparaison entre le cône mâle et le cône femelle, donc ce sont des structures qui sont formées par un axe sur lequel il est inséré des écailles. Ils diffèrent au niveau du contenu de ces écailles. Pour le cône mâle, il est formé par des sacs polliniques, mais au niveau du cône femelle, à la face supérieure, on trouve 2 ovules pour chaque écaille. Donc, en résumé, l'appareil reproducteur femelle, il est constitué de cônes femelles. Chaque cône, elle porte des écailles et chaque écaille porte à sa face supérieure 2 ovules. À la base de chaque écaille, ovulifère, on trouve une bractée. Donc, le cône est une fleur femelle. Donc maintenant, après avoir déterminé les structures ou bien les organes reproducteurs mâles et femelles, on va maintenant entamer l'étude de la formation des graines de pollen et du gamète femelle. Donc on va commencer par la formation des graines de pollen. Donc vous avez à droite une branche sur laquelle elle est insérée des cônes mâles. Donc la réalisation qu'on a déjà fait, la réalisation d'une coupe longitudinale, on montre la présence de l'axe sur lequel il est attaché les écailles contenant les sacs staminales, c'est-à-dire les sacs qui contiennent les sacs polliniques qui contiennent les grains de pollen plutôt. Donc on va voir comment ça se fait la formation des grains de pollen. Donc la formation de grains de pollen ou bien les étapes de la formation, elle est schématisée en bas. Donc au niveau de ces sacs polliniques, la cellule mère des grains de pollen qui est diploïde à 2e chromosome. Donc il va subir une méiose avec une première division, la division réductionnelle, qui va donner 2 cellules haploïdes. Chacune des 2 cellules va subir une division équationnelle pour aboutir enfin à 4 cellules qui sont haploïdes. Donc, comme vous le voyez, on a 4 cellules haploïdes suite au phénomène de la méiose. Donc, chacune des 4 cellules va subir deux mitoses, comme vous le voyez sur le schéma, pour donner bien sûr 4 cellules qui vont s'organiser pour former le grain de pollen avec 2 cellules protaliennes, comme vous les voyez en bas, qui sont aplaties, la cellule antéridiale, voilà, et enfin la cellule végétative qui renferme les 3, avec ça c'est le noyau de la cellule végétative, et vous pouvez remarquer la présence des sacs aérifères qui facilitent la dissémination des grains de pollen. Donc, en résumé, une cellule mère des sacs polliniques à 2e chromosome, c'est-à-dire qu'il est diploïde, suivit une méiose et va donner 4 microspores haploïdes à un chromosome. Chaque microspore va subir 2 mitoses pour donner le grain de pollen qui est formé de 2 cellules protaliennes qui sont aplaties, une cellule antéridiale ou bien reproductrice qui va intervenir dans la reproduction et une cellule végétative. Bien sûr, l'exine se décolle pour donner les 2 sacs aérifères qui facilitent la dissémination ou bien le transport des grains de pollen par l'eau. Maintenant, on va essayer de voir la formation de l'endosperme, qui est l'équivalent, si vous voulez, des sacs embryonnaires chez les gyngiospermes. Donc,
la lecture ou bien l'analyse, on va la commencer par le haut. Hein. Donc on a une ovule, donc l'ovule comme vous le voyez, il est formé par un tigiment. Et on note la présence d'une ouverture au niveau du tigiment qui forme ce qu'on appelle le micropyle, comme celui qu'on a vu chez les angiospermes. On va voir son rôle dans la germination des grains de pollen. À l'intérieur du tigiment, on trouve le nucelle qui est un tissu nourricier. Donc une cellule mère du nucelle qui est à 2 N chromosomes, c'est-à-dire une cellule qui est diploïde, donc la cellule mère des mégaspores, ou bien cellule mère à 2 N diploïde. Donc il va subir le processus de la myose avec ces 2 divisions. La première division, c'est une division réductionnelle qui va réduire le nombre de chromosomes et va donner 2 cellules haploïdes à chromosomes dupliqués. Et la deuxième division, c'est une division équationnelle qui va donner en fin de compte 4 cellules à partir de 2 cellules qui sont haploïdes à un chromosome. Comme vous le voyez, 3 des cellules, des mégaspores, vont dégénérer. Seule une qui va rester, cette mégaspore qui reste, elle est haploïde, elle est fonctionnelle. Elle va subir le phénomène de la mitose. Elle va subir une succession de mitoses qui va former ou bien entraîner la formation du sac embryonnaire ou bien l'endosperme. Au sein, donc, tout ça se fait au cours de la première année. Après, on va attendre jusqu'à la 2e année. On va assister à la formation de 2 archigones non fécondés, chaque archigone qui contient une osphère. Donc, j'aimerais préciser ici que lors de la première année, il y a formation de l'endosperme, mais sans formation de l'archigone contenant l'osphère. Donc, l'osphère ne se forme qu'à la 2e année. La 2e année se forme l'archigone qui contient l'oosphère. Donc, ceci il est très important pour le phénomène de la fécondation, comme on va le voir après quand on va traiter la fécondation. Donc là, vous avez la structure de l'ovule. Donc, elle est formée du tigiment, comme vous le voyez, en brun. Et vous avez l'ouverture, une petite ouverture au niveau du tigiment qui forme ce qu'on appelle le micropyle. À l'intérieur du tigiment, on trouve le nucelle, le tissu nourricier. Et à l'intérieur du nucelle se forme l'endosperme qui va former, lors de la 2e année, l'archigone qui contient l'oosphère. Ceci lors de la 2e année. Donc, au cours de la première année, une cellule diploïde à 2 N au sein de l'ovule subit une méiose et va donner 4 cellules haploïdes dont 3 vont dégénérer. La cellule restante se développe par mitose successive et donne ce qu'on appelle l'endosperme, comme je disais, c'est l'équivalent du sac embryonnaire. Le développement de l'endosperme s'arrête pour reprendre durant la 2e année. Ainsi apparaissent 2 à 3 archigones dont chacun contient une osphère ou bien le gamète femelle. Donc après avoir traité bien sûr la formation du grain de pollen et de l'endosperme, on va passer au phénomène de la pollinisation qui va faciliter la rencontre des gamètes mâles et des gamètes femelles. Donc vous voyez là une photo qui nous montre à la suite d'une simple agitation, vous voyez la dispersion, une nuée de grains de pollen, si vous voulez, la dispersion des grains de pollen qui, bien sûr, sont libérés des cônes mâles. Donc, la première photo, ce sont les cônes du cèdre. Vous voyez, ce sont les cônes du cèdre. Dans la deuxième photo, ce sont les cônes mâles du pin, parce qu'ils sont regroupés en inflorescence. Par contre, chez le cèdre, les cônes mâles sont isolés. Donc, à moindre agitation, des rameaux qui est causée par le vent, bien sûr, la pollinisation anémophile, c'est-à-dire que se fait par le vent, fait chuter beaucoup de pollen, les grains de pollen,
et après sa libération des sacs polliniques. Le pollen mûr, qui est une poudre jaune, elle est disséminée vers le cône femelle de première année, ou bien situé sur les rameaux voisins. J'aimerais préciser une chose ici, que la pollinisation se fait durant la première année, et on disait tout à l'heure que lors de la première année, il y a formation de l'endosperme, mais il n'y a pas encore formation de l'archigone qui contient l'osphère. Donc on va assister à un petit problème au niveau de la rencontre des gamètes mâles et des gamètes femelles, et on va voir comment ce problème va être résolu. Donc la germination des grains de pollen. Donc on va traiter maintenant la germination des grains de pollen. Donc on a des photos, comme vous les voyez. La photo de gauche, c'est une coupe longitudinale d'un ovule qui est mûr. On voit nettement, le grain de pollen en germination. Voilà, vous le voyez, le grain qui entre par le micropyle et qui germe dans le nicelle, bien sûr, en direction de l'endosperme. Vous pouvez le voir, le schéma en bas, voilà. Donc, vous voyez le micropyle, l'ouverture au niveau du tigiment, voilà, et l'entrée du grain de pollen qui va germer durant la première année. Et on voit nettement dans l'endosperme l'absence de l'archigone et l'absence de l'ovule. Donc là, on a assisté au phénomène de pollinisation. Vous voyez qu'au niveau du grain de pollen, on a le gamète mâle, mais il n'y a pas encore formation du gamète femelle. Donc la pollinisation se fait tout simplement avant l'accolement des écailles, parce que lors de la deuxième année où il y aura la formation de l'ovule, on va assister à l'accolement des écailles, donc la pollinisation logiquement ne peut pas avoir lieu. C'est pour cela que la pollinisation se fait d'une façon précoce avant la formation de l'ovule femelle, ou bien de l'ovule ou bien des gamètes femelles, je m'excuse. Donc lors de la deuxième année, voilà. Donc vous voyez que la germination des grains de pollen reprend avec la division de la cellule antéridiale et la formation de deux gamètes mâles. Au niveau des schémas, donc là vous voyez là le noyau de la cellule végétative qui va dégénérer après. Donc après, ou bien lors de la deuxième année, le processus de la germination va reprendre, et vous voyez que le type pollinique va germer, pour faire entrer le gamète, ou bien les deux gamètes mâles, les deux entérozoïdes, pour féconder l'ovule contenu dans l'archigone. Donc, lors de la fécondation, donc, vous voyez le tube pollinique qui est en contact avec l'ovule, et on voit nettement au niveau de la photo le noyau mâle de l'un des deux entérozoïdes qui va fusionner avec le noyau femelle de l'oosphère, bien sûr, ce qui va nous donner un œuf diploïde à partir de deux cellules qui sont haploïdes. Donc, le noyau d'un seul cellule entérozoïde fusionne avec le noyau de l'oosphère pour former un seul zygote diploïde. L'autre entérozoïde, bien sûr, les cellules protaliennes et le noyau végétatif vont dégénérer. C'est la fécondation simple. Donc, chez les gymnospermes, on a une fécondation simple. À l'opposé des angiospermes, on a une fécondation double. Donc, après la fécondation, bien sûr, on va entamer la formation de la graine. Voilà. Donc, vous avez ici une photo d'une coupe au niveau de la graine. Donc, l'œuf ou bien le zygote se développe en embryon. Voilà, vous le voyez au milieu de la graine, ou bien voilà. L'accumulation de réserves en endosperme. Donc, voilà, vous voyez au numéro 2, l'endosperme, donc l'accumulation des réserves
au niveau de l'endosperme. Et on va assister au phénomène de la déshydratation de l'embryon, de l'endosperme et du tiguement, bien sûr pour former une graine ailée qui va entrer en vie ralentie en attendant les conditions favorables pour sa germination. Donc on va essayer de voir la légende de la coupe réalisée au niveau de la graine. Donc en 1, vous avez les tiguements, dont le rôle c'est la protection. En 2, vous avez l'endosperme qui accumule les réserves. En 3, c'est le hile, c'est la partie d'attachement de l'ovule sur les écailles. Et en 4, on a les cotylédons. 5, c'est la gimule qui va donner donc la gimule qui est responsable de l'élongation de la tige. Et puis la tigelle qui va donner les tiges. Et la radicule qui va donner les futures racines après la germination. Donc après la formation, l'embryon est constitué par l'ensemble des pièces, c'est-à-dire cotylédon, gimule, tigelle et radicule. Donc ce sont les éléments qui constituent l'embryon. Donc après la formation de la graine, on va assister bien sûr après la maturation à l'écartement des écailles du cône femelle. C'est l'effet bien sûr de la chaleur. Ils vont libérer, comme vous le voyez, les graines qui sont disséminées par le vent. Ceci est facilité, comme vous le voyez, par la présence d'ailes. Donc, ce sont des structures qui facilitent la dissémination ou bien la dispersion de la graine. Bien sûr, après la dispersion de la graine, en attendant les conditions favorables, donc on va assister au phénomène de la germination des graines. Donc, vous avez des schémas à partir desquels on va montrer ce qui se passe lors de la germination. Donc, avant ça, on va rappeler le lieu de la graine. Donc, les deux graines sont attachées au niveau d'une écaille. Et comme vous le voyez, on a vu que lorsque le cône était encore jeune, à la place des graines, on avait des ovules, ce qui montre bien que les ovules se transforment en graines possédant des ailes. Donc, au niveau du schéma suivant, on a une coupe longitudinale de la graine, avec bien sûr de l'extérieur vers l'intérieur, on a le tiguement, voilà, le tiguement, et puis on a l'endosperme à l'intérieur. Et à l'intérieur de l'endosperme, on trouve l'embryon qui est formé par les cotylédons, par une tigelle et par la radicule. Voilà. Et voilà, dans l'autre schéma, on a toujours une graine ailée qui est posée sur l'écaille. Donc, on a une écaille, là, on a une coupe, si vous voulez, de profil, une vue de profil. Dans l'autre schéma, voilà, on a une écaille vide en haut avec deux graines ailées. Voilà. Et à l'intérieur des graines, bien sûr, il y a l'embryon qui est diploïde à deux ends, tout simplement parce qu'il est issu de la fécondation et la rencontre de deux gamètes haploïdes. Donc, après la libération des graines et la germination, on va aboutir à la formation d'une plantule qui va nous donner un nouvel arbre, et comme ça, le cycle va reprendre. Donc, avec la dissémination des graines, elle se fait lors de la 3e année. Donc, les graines germent lorsque les conditions sont convenables, de façon semblable à celle des angiospermes, et donnent une nouvelle plantule. Donc, avec ceci, on a fini cette 6e séance. Bien sûr, pour commencer la reproduction d'un autre type de plante, à savoir les plantes sans fleurs. Et je vous dis au revoir à la prochaine séance, Inch'Allah.